Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Soren Sorensen, auteur, compositeur, interprète. Et aujourd'hui, nous allons avoir un débat avec Dr Stéphanie Longet. Bonjour. Bonjour. Ça fait 2 ans que, allez, je vais me l'attribuer, j'ai eu cette idée de réunir l'art et la science. Donc il faudrait même préciser, Stéphanie, on va se tutoyer. Oui, on va se tutoyer, on se connaît quand même depuis un moment. Normalement, 12 ans, 13 ans. Chut. Normalement en interview on dit vous, c'est comme ça qu'on apprend le métier. Donc je t'ai présenté comme docteur, donc chercheuse scientifique versus auteur, compositeur, interprète. Et depuis donc, toutes ces années où on se connaît, justement on s'est rendu compte de toutes ces similitudes qu'il peut y avoir entre nos deux professions, ce qui m'a absolument surpris. C'est vrai qu'à force de parler de... Alors d'abord, il faut quand même dire que tu te qualifiais toi-même de fan. Oui, de fan. D'ailleurs, je ne prenais pas comme quelque chose de négatif, en fait. Pour moi, c'était vraiment un statut comme un autre. Voilà. Oui, j'étais fan au départ. Moi, j'ai découvert ta musique en 2007, quand tu collaborais avec David Hallyday. Parce qu'à cette époque-là, je le suivais un peu plus. Je le suis toujours un peu, mais un peu moins. Et... David. non, mais voilà, voilà, j'ai découvert ta musique en 2007, je suis venue te voir au concert, et voilà, petit à petit, c'est comme ça. Après, on a appris à se découvrir plus nos métiers, quoi, je dirais, nos occupations. Bah, effectivement, moi j'avais pour but, en tout cas, d'abord faire de la musique et garder une certaine distance avec le public, c'est important, on sait comment il peut y avoir des transgressions. Et puis, je te voyais tellement passionné. Ensuite, tu t'es passionné pour beaucoup d'autres artistes qui n'avaient rien à voir avec le style de musique que je faisais. On avait une passion commune. Et ça, c'est vrai que par rapport à la musique anglo-saxonne, un peu dark et parfois gothique que je peux faire, on connaît quand même tous les deux très bien Claude François. Claude François, bah oui, mais c'est la base. Non, moi, c'est vrai qu'au départ... Mais moi, en fait, depuis que j'ai 9 ans, j'avais dit, moi je veux faire comme métier, je veux aider les artistes. Ce que j'entendais là, moi je ne connaissais pas le nom encore du métier, mais pour moi c'était quelque chose comme manager ou peut-être ce que j'aurais préféré régisseuse. C'était peut-être plutôt ça mon truc. Mais je ne savais pas. Mais au tout départ, moi j'ai dit ça. Enfin, avant, je parlais journaliste. J'ai longtemps parlé de journaliste. À 9 ans, je voulais aider les artistes. Quand j'ai découvert Claude François et qu'il y avait des fans qui travaillaient pour Claude François. Et puis après, à 14 ans, j'ai découvert la science et wow. Ça a tout changé. Mais comme quoi, on revient toujours à... Oui, bah, apparemment, tu n'as jamais cessé d'aimer autant la musique en général et à me suivre. Et donc, on a commencé à se parler en dehors de nos activités. Et c'est vrai que ça m'est venu à l'esprit, est-ce que c'était en 2017-2018 ? Je me suis dit, il y a quand même énormément de similitudes entre nos deux métiers, alors qu'a priori, ils n'ont rien à voir ensemble. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, il faudrait qu'on fasse une vidéo pour nos deux publics. Parce que finalement, il y a quand même une chose où je peux me tirer la couverture, c'est que peu de monde peut faire sans musique. Mais peut-être que je me trompe, on ne peut pas faire sans la science dans l'absolu, mais en tout cas, tout le monde va écouter de la musique à un moment donné, mais pas tout le monde va se passionner forcément pour la science. Mais on en a besoin. Pour rien que penser le monde. Et on voit bien, là, en cette période de pandémie, avec toutes les fake news qui passent et tout ça, si on a quand même une bonne base au départ pour rien que réfléchir, ça ne veut pas dire être contre tout, être pour tout, juste réfléchir. Et la science permet ça, c'est une espèce d'école de la vie, même la recherche, moi je vois, c'est une école de la vie, quoi. Alors tu as fréquenté en dehors du musicien que je suis, des artistes qui ont une carrière énorme en France en particulier. Je pense à Christophe par exemple, avec lequel tu as vraiment développé une amitié. Et lui, je crois qu'il a été vraiment fasciné, d'autant plus par ta fonction, parce que c'est pas les fréquentations féminines qui lui manquaient, mais déjà, disons, avec d'autres personnes que moi, tu as pu développer un rapport très très particulier, parce que finalement, on s'est rendu compte aussi, d'autant plus toi, que les artistes sont très très passionnés par la science en général. Ben oui, c'est vrai, je dirais, alors ouais. Toi, je t'ai découvert en 2007. J'ai travaillé pour Jean-Patrick Capdevielle en 2016. Je me suis occupée de sa dernière tournée, en fait. J'ai mis en place ça avec les fans. Peut-être on peut revenir un peu plus tard. Donc, tu as été scientifique manager. Ouais, voilà, je faisais ça le week-end. Ça revenait un peu à ce rêve que j'avais à 9 ans, en fait, d'aider les artistes. J'aime bien être dans l'ombre et puis travailler, quoi. En fait, parce que dans la science, on est quand même très...
on organise, on est des gens qui organisent bien, qui anticipent bien, qui avons une certaine flexibilité parce que les expériences marchent pas toujours, il faut vite se retourner, on est aussi très dynamique comme ça et j'ai apporté ça en tout cas, j'ai essayé d'apporter ça dans ce contexte-là. Pour Christophe, je me suis occupée du fan club pendant 11 ans, avec aussi un autre fan, j'étais pas la seule administratrice de la page Facebook. Voilà, donc c'est principalement les deux artistes que j'ai aidés. Oh, et puis toi... oui, on n'a pas travaillé ensemble, mais par contre... Alors là, justement, c'est cet aspect de la passion qui ressort chez toi et chez moi. Je t'ai toujours connue extrêmement passionnée, souriante et enjouée, alors que toi comme moi, on a bien traversé des épreuves. Ça n'a jamais été forcément facile, que ce soit la santé, on va pas rentrer dans les détails, mais ça peut avoir commencé assez tôt pour l'un et pour l'autre. L'adversité, enfin tout ça, sont des choses qu'on a commencé à mettre sur la table et on s'est rendu compte qu'on avait les... Alors d'abord, on va parler de l'aspect de la passion. Comment ça t'est venu de vouloir faire scientifique, à part de vouloir aider les artistes? Ouais. Quel est cet intérêt pour... D'un coup, j'ai switché. Non, mais il y a des choses qui se ressemblent vraiment. Mais moi, je voulais aider les gens. Il y a toujours cet aspect que je veux aider. En fait, j'ai toujours, je pense, voulu aider les gens. J'ai toujours pensé que j'étais comme ça. J'avais une mission d'aider. Alors après, ça pouvait être des artistes. À 9 ans, j'avais cette idée d'artiste. Et puis après, plus tard, ça s'est développé autrement. Moi, je voulais guérir les gens. Alors on pourrait se dire, on fait médecin aussi. Pour guérir les gens, c'est une façon de guérir les gens. Je sais pas, ambulancier, ou j'en sais rien. Il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. Ou même psychologue, ça guérit d'une certaine façon. J'espère bien. Donc voilà, mais moi en fait je voulais trouver vraiment des nouveaux médicaments dans ma tête d'adolescente. Je voulais vraiment trouver des nouveaux médicaments pour aider à guérir des maladies. Ça c'était vraiment un peu plus spécifique. Et très rapidement, moi, je me suis passionnée pour l'immunologie. En fait, toutes les cellules immunitaires commencent se défendre quand des bactéries, des virus ou des champignons, parasites, tout ça, ça m'a passionnée, vraiment. Autour des 14 ans, parce que c'est là où j'avais plus de cours de sciences. Et puis j'ai aussi compris que je comprenais vite en fait. Que je comprenais vite les mécanismes. Et puis je connaissais très bien le corps humain déjà parce qu'étant petite, je me souviens, j'allais à la bibliothèque avec ma maman. Puis je pouvais choisir n'importe quel livre, elle ne me dirigeait pas. J'allais toujours vers le corps humain. Ma maman était infirmière. Peut-être ça a joué un Cela peu. dit, les artistes aussi vont toujours vers le corps humain. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, en ayant des cours de sciences, en voyant que je comprenais bien et que je me suis passionnée vraiment pour ça. Comment on guérit des maladies, pourquoi il y en a qui meurent et il y en a qui guérissent. Et après moi je me suis passionnée très rapidement pour les vaccins. Pour moi ça m'a semblé quand même, en guillemets, l'invention folle qui pouvait vraiment aider. Et ça a aidé, ça aide toujours d'ailleurs. C'est très intéressant parce que ça faudra y revenir. Alors là, comme personne ne nous interviewe les deux, je vais m'auto-interviewer. Mais c'est vrai que cette histoire de sauver des vies, deux anecdotes en particulier qui ont eu lieu entre 2007 et 2009, donc entre le moment où je sors l'album Hurt by the Moon sous le pseudonyme Dorian Gray et que je travaille entre autres justement avec David Hallyday, j'ai eu deux témoignages identiques, un homme et une femme qui avaient tous les deux plus de 35 ans et peut-être la femme même plus de 50, qui avaient découvert mon album donc via les réseaux sociaux et qui ont témoigné non seulement du fait qu'ils aimaient ma musique, mais que dans les deux cas que je suis en train de citer, ça leur avait sauvé la vie parce qu'ils avaient l'intention de mettre fin à leur jour. Et je me souviens avoir dit à l'un de mes amis à ce moment-là, parce que j'étais extrêmement bouleversé, voire choqué par ces deux témoignages, même s'ils avaient à peu près 1 an d'écart, entre ces deux témoignages, il y a eu 1 an d'écart. Donc j'ai déjà réfléchi sur l'un et quand l'autre s'est manifesté, je me suis dit décidément, je me suis dit si ces deux personnes-là, si j'ai pu empêcher, c'est très prétentieux mais puisque ça m'a été manifesté comme ça, 2 personnes de sauter la vie avec ces chansons, tout le cheminement qu'il y a eu pour faire cet album, j'ai réussi ma vie. Parce que j'ai eu souvent ce débat avec des gens qui piquent, qui ont envie de chercher la petite bête, qui disent mais est-ce que c'est que de l'ego, à quoi veux-tu arriver avec la musique? Finalement, comme toi, à sauver des vies. Parce que moi, ça m'a sauvé la vie quand j'avais 10 ans, 11, 12, 13, 14, quand on arrive dans la puberté, que c'est vraiment l'âge ingrat et que c'était pas facile en famille. La seule chose qui faisait que j'avais encore envie de croire à la vie, parce que très jeune, je me suis aussi posé beaucoup de questions comme toi, c'était la musique. Et cette musique, c'est une sorte de vaccin. Parce qu'une fois que ça nous a piqué, ça part jamais. Ouais.
Ça peut être parfois un peu de l'addiction, dans la recherche aussi. Hein. Voilà, exactement. C'est vrai. Donc ensuite, tu as dit tout à l'heure, il y a eu un aspect créatif. Le fait de... Ça aussi, j'ai trouvé que c'était un point vraiment commun. Ouais. On se lève tous les jours en sachant pas pourquoi exactement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut chercher, mais en tout cas, on sait on n'a pas encore trouvé. Ouais. Donc il y a un peu l'histoire de la page blanche, à part quand on commence un travail, comme tu le travailles actuellement sur le Covid-19. C'est quand même étonnant qu'à un moment donné, tu m'annonces au début de cette année 2020 que tu vas être dépêché sur ce virus en particulier, puisque tu travaillais comme beaucoup de chercheurs dans ta catégorie sur Ebola, Moi, je travaillais sur Ebola. avec qui a des similitudes. En tout cas, c'est le virus de base sur lequel c'est celui qui donne des indications pour beaucoup d'autres virus. Ouais, je crois. Ouais, parce qu'en fait, bon, petit résumé. Petit résumé sur Ebola. Ouais, il y a eu cette grosse épidémie en Afrique, Afrique de l'Ouest principalement, en 2013-2016. Et vraiment, il y a eu un grand nombre de malades et de morts, parce qu'il faut savoir, Ebola, c'est entre 40 et 90%. On va dire 90, parce qu'on sait. C'est vrai, 90. Nous sommes en Suisse, mais on s'adresse aux francophones du monde entier. 90% de taux de mortalité, donc c'est quand même différent. Et en fait, ça a donné lieu qu'il y avait aussi quand même pas mal de survivants, parce que même s'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu quand même des survivants, et ça a permis de comprendre pourquoi ils avaient survécu, qu'est-ce qui s'est passé dans leur système immunitaire pour qu'ils survivent. Et basé sur ça, on s'est dit, avec un vaccin, on va essayer d'imiter la réponse immunitaire que ces survivants ont générée après infection. Et puis voilà, c'est comme ça que le vaccin s'est développé, et en 4-5 ans, aujourd'hui, il y a 2 vaccins quand même contre Ebola, et parce vraiment, il y a eu un effort international tout d'un coup qui s'est mis en place, et du coup ça, aujourd'hui, on peut le transposer sur le Covid-19, donc voilà. Évidemment, c'est un sujet, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus. On va essayer de ne pas trop s'étendre parce que ça déchaîne les passions en ce moment. Par contre, ce qu'on peut dire, si j'ai bien compris, c'est que la différence entre Ebola et le Covid-19, c'est que Ebola est normalement viral mais extrêmement mortel, alors que le Covid-19 est très très viral mais moins mortel. Ouais, voilà, Ebola est vraiment très mortel, mais la transmission est plus faible en fait. Et aussi, ça se fait par le fluide biologique. Donc si, normalement, comme nous, on serait là, il n'y aurait pas de risque d'Ebola si on ne se touche pas ou comme ça. Et pour ceux qui se posent la question, la raison pour laquelle il n'est pas arrivé dans d'autres pays du monde, c'est simplement parce qu'avec l'Afrique, il y a moins de libre circulation des personnes. Moi, je pense surtout. Voilà. Et puis aussi une autre chose, c'est qu'en général, Ebola, on transmet la maladie. Certes, il y a un petit peu de pré-symptomatique, on transmet avant les symptômes, mais la majorité, c'est plutôt quand on a les symptômes. Et ils sont tellement violents, tu bouges plus quand tu as Ebola. Donc il y a moins de risques quand même que tu transmettes qu'est-ce quelqu'un avec le Covid-19. Donc voilà. Ça, merci pour les précisions. Non, mais c'est important. C'est vrai que en plus la situation bouge certainement quand la vidéo sera en ligne, on aura déjà des chiffres qui auront bougé, etc. Ah oui, ça bouge tous les jours. Mais ce qui a été vraiment frappant pour moi, c'est la passion avec laquelle toi et moi, on se lève tous les jours en se disant finalement je ne sais pas, j'ai une page blanche et j'ai envie de trouver. Et la passion dans laquelle moi je t'ai toujours vu opérer, c'est celle que tu as déjà rien que cette année depuis le début 2020, d'avoir travaillé parfois, en tout cas à partir de février-mars, du lundi au dimanche, sans discontinuer, en dormant parfois très très peu, pas parce que tu te sentais obligé de le faire, mais ce qui t'oblige à le faire, c'est ta passion, mais c'est pas une instance, un supérieur. Non, c'est moi-même, c'est une mission quoi. Enfin pour moi, il n'y a pas le choix, vraiment, il faut y aller maintenant. Voilà, et ça me fait penser à ces heures de studio que nous les musiciens on peut faire, on va se coucher et à un moment donné on se dit non, il y a quelque chose que j'ai pas terminé, on se relève, on retourne au studio, c'est 6h du matin, mais on doit absolument finir, sinon on n'arrive pas à dormir. Alors autre chose qui m'a frappé dans nos 2 métiers, c'est l'aspect de l'ego, de la concurrence et de la starification finalement. Il y a eu, on peut prendre l'exemple du VIH, c'est quand même un cas vraiment très particulier. Donc là, on est au début des années 80. On a 2 personnes qui travaillent, qui vont être reconnues comme ayant la paternité de ce virus. Puis ça va se battre. On va avoir des procès. On va avoir des gens le public qui comprend plus très bien pourquoi on est en train de se battre alors qu'on a trouvé quelque chose qui peut aider
en tout cas tenir en vie, parce qu'il y a eu d'abord la trithérapie, ensuite... Ouais, il y a eu... c'était très compliqué. Par rapport à la situation Covid-19, c'est quand même bien différent, parce qu'on était au balbutiement de la biologie moléculaire. Il a fallu quand même, il me semble, plusieurs mois après la caractérisation du virus, qui était un bon premier pas. Il a fallu faire des tests de diagnostic pour que les gens sachent, pour pas transmettre le virus, savoir si on est malade, il faut prendre ses précautions. Ça, c'était une chose, ça a pris quand même plusieurs mois, alors que là, dans le cas du Covid-19, ça a pris vraiment quelques jours. D'accord. Vraiment, donc, ça, c'est une bonne nouvelle, on a vraiment évolué. Ah ouais. Mais là... Puis après, trithérapie est arrivée en 96 seulement, il ne faut pas oublier, 13 ans après la caractérisation du virus. Alors et presque 20 ans après son existence, parce qu'on parle des années 70, en tout cas fin des années 70. Avant, voilà. Et puis on a retrouvé dans des cadavres, je crois. Donc c'était déjà là, bien avant le... Comme le Covid, puisqu'on parlait en Italie de souches qui étaient dans les eaux. C'est possible. En général, c'est quand même là un peu déjà. Et puis tout d'un coup, tac, il y a des événements qui font que ça émerge. Et ça se transmet plus vite. Voilà. On fait vraiment des ping-pong entre ce côté très pragmatique et scientifique. Tu vois, on voit la passion qui te caractérise. Et ce que je voulais soulever comme problématique, c'est que quand quelqu'un dans la science ou la musique fait un tube, parce qu'on peut dire que le sida, sa découverte, c'est une sorte de tube. Ouais, oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Bah oui, c'est vrai. On a des gens qui disent non, c'est moi qui ai trouvé ces accords, c'est moi qui ai composé cette chanson, et l'autre qui dit non, c'est moi. Alors il y a plein de groupes emblématiques qui, en tout cas, parce qu'aujourd'hui on est moins dans une histoire musicale où il y a des groupes, mais on peut penser aux années 70-80 où on avait des groupes comme Police qui étaient emmenés par Sting, qui est un cas très, très particulier. On avait une entité qui avait toutes les idées, mais qui n'était pas dans son propre groupe, puisqu'il avait été lui-même engagé par le batteur. Et finalement, ils sont arrivés à une telle mésentente qu'ils devaient enregistrer séparément leurs albums, tellement ils s'engueulaient, ils se foutaient sur la gueule pour parler vraiment vulgairement. Et toi, tu as quand même entendu des histoires dans ton domaine où elles t'ont touché parfois de près, où des scientifiques vont s'engueuler et se foutre sur la gueule pour la paternité d'une trouvaille qui va aider les gens, comme la musique va finalement nous aider aussi. Et quand on entend ces histoires, quand on est fan, comme je l'ai été, j'ai d'abord été comme toi fan avant de vouloir faire la même chose. Et on est tellement déçus, on se dit mais pourquoi ces gens que j'aime tant, et dont je croyais qu'ils étaient irréprochables, vont être aussi... se retrouver dans des procès, se battre pour... Voilà. Ça existe dans la science. Oui, bien sûr. Oui. En fait, ça existe du fait que la science, c'est aussi un système. La musique est aussi une industrie musicale. Après, on peut faire en indépendant, tout ça, mais ça reste que c'est un système. La science, tout comme la musique, n'est pas hors du monde. C'est des humains. Il y a des gens bienveillants, il y a des gens malveillants, il y a des gens qui ont des bonnes périodes, des gens des moins bonnes périodes, ils ont leurs soucis personnels et tout ça, ça vient. Et en plus, quand il y a une épidémie ou un tube, tout d'un coup, il y a, je pense, parfois les égos qui ressortent, où il y a des problèmes personnels. Des fois, c'est juste des trucs personnels et ça ressort tout d'un coup d'une façon... c'est ça. Comme ça, moi, je pense que c'est ça. Mais à la base, en tout cas, pour la recherche, je verrais très peu de chercheurs qui, quand ils étaient petits, ils se disaient « Ouais, moi, je veux faire de la recherche pour vraiment être connu et gagner de l'argent. » À mon avis, il y en a très peu. Ce genre de choses peut venir après parce qu'il y a le système un peu. On le voit actuellement avec le Covid-19, il y a quelques stars de la médecine qui sont prépondérantes, mais ça on peut en parler peut-être plus tard parce que sinon on va faire 3 heures là-dessus parce que c'est le sujet du moment et puis cette vidéo sera peut-être regardée dans 10 ans, en tout cas on l'espère. Mais justement on parlait de ces tubes, de ces gens qui font des tubes dans ce domaine. Alors pour l'instant, toi et moi, malgré tout, à nos humbles niveaux, on est encore en train de chercher, mais on a chacun fait des rencontres déterminantes et aussi illustres dans chacun de nos domaines respectifs. C'est vrai que je vais en citer quelques-uns puisque on est en train de faire ce sujet en français. Donc tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir été contacté en 2007 via les réseaux sociaux par David Hallyday, le fils de Johnny Hallyday. Et ça m'avait paru complètement surréaliste. Je suis quand même quelqu'un de crédule à la base, de passionné, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre, a-t-il vraiment besoin de contacter un artiste comme moi? Mais ça veut tout et rien dire, puisqu'il m'a témoigné une fois que j'ai compris qu'on était vraiment, que c'était vraiment lui, et qu'on a commencé à se parler, j'ai compris qu'il avait une passion pour ma musique et qu'il avait envie d'y participer. Donc après, ça peut se retrouver en ligne, il y a des articles de presse, on a fait des concerts. Et de ton côté,
c'est pareil. À un moment donné, donc là, on parle pas des artistes parce que ce serait voilà. c'est le crossover. Et toi, dans ton domaine scientifique, tu as rencontré des gens qui sont très importants. Est-ce qu'on peut les nommer? Oui, je vais nommer surtout Françoise Barré-Sinoussi. Puisqu'on parlait du VIH. Voilà, qui est nobelisée pour la caractérisation du VIH en 83 avec le professeur Luc Montagnier. En fait, à cette époque-là, elle était, je pense, quelque chose comme postdoc dans le labo du professeur Luc Montagnier. Puis elle a caractérisé le virus, donc elle était... la personne qui a manipulé, donc en premier auteur, voilà. Enfin, après, voilà, dans les publications, il y a des places comme ça d'auteurs. Le premier, en général, c'est celui qui a fait un peu les manipulations. Le dernier, c'est le chef. Puis après, entre deux, on revient et puis voilà. Enfin. Donc, alors ça, c'est intéressant parce que c'est pas évidemment toi qui le diras. Moi, j'ai comme le public en général, j'ai comme tous les gens qui ont entendu parler de cette histoire. Enfin, ça a été à un moment donné dans la presse. Il y a eu justement un problème lié à la paternité de cette trouvaille. À la nobelisation, dès qu'on est plus d'un, comme sur une chanson, il y a des problèmes. On est particulièrement dans une époque où les tubes internationaux sont multicrédités. C'est vrai que Mais peut-être c'est comme ça qu'on fait réellement de la musique, c'est en étant plusieurs. Et c'est comme ça qu'on fait de la science, qu'on trouve des solutions en étant plusieurs. Après, le problème, c'est le système. Alors, de manière collégiale, justement, c'est ça. Donc moi, j'aimerais encore y croire, mais je me suis rendu compte que dans mon domaine, et en général, peut-être à cause... surtout pas grâce dans ce cas-là des réseaux sociaux, on va vraiment vers une individualisation de tout ce qu'on est en train de faire. En tout cas dans mon domaine, je peux commencer une chanson le soir à 20h et puis elle peut être en ligne quelques heures après parce qu'avec mes outils de production, j'arrive à tout faire, j'ai besoin de plus personne. Je peux recréer littéralement un orchestre entier avec mon ordinateur. Dans le cas de la recherche, je pense que c'est moins le cas, mais en tout cas... Ouais, je ne peux pas faire dans ma cuisine le soir, la petite manip et le matin, c'est bon. Non, alors ça, pour le coup, c'est quand même un peu différent. Et justement, maintenant, la science est devenue très spécialisée. Il y a une personne qui va être très spécialisée en génétique, l'autre en immunologie, l'autre. Et il faut mettre tout ça ensemble pour y comprendre quelque chose aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, tout est tellement spécialisé. La technologie est spécialisée, on est obligé de travailler tous ensemble, mais c'est sûr que sur le papier, on ne peut pas être 10 premiers. Bon, maintenant, il y a quand même des arrangements, on peut être jusqu'à 6 premiers auteurs avec une petite étoile à côté, mais c'est sûr qu'il y aura un premier. Sur le papier, on ne peut pas superposer les noms, quoi. Et donc, voilà. Non, voilà. Mais, donc, oui, je voulais juste revenir sur Françoise Barré-Sinoussi, parce que c'était ça le point premier. Donc, voilà, elle a eu le Nobel ainsi que son chef. Ils ont eu le Nobel pour la caractérisation du HIV. Elle, en fait, moi je l'ai toujours admirée. Parce que déjà, c'est une femme. Elle est entrée dans la science quand il y avait encore peu de femmes. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours vu au travers des articles ou des interviews comme déterminée, passionnée, persévérante. Et un jour, j'ai vu une émission à la télé consacrée à elle. Toute l'émission sur ça. Et j'ai pleuré quasi tout le long. Je me suis dit, c'est exactement les mêmes sensations. Et je me suis dit, moi, il faut que je lui écrive, quoi. Il y a un truc, il faut juste que je lui dise que je ressens la même chose, en fait. Je n'ai même pas besoin de dire beaucoup plus. Et puis, je me souviens, j'ai écrit un premier email. Mais il faut s'imaginer, j'ai écrit l'email en 2013, je crois. Elle a eu le Nobel en 2008. Et quand on a un Nobel, je dirais, c'est 500 emails par jour, 300 des sollicitations, par jour, des conférences à faire, de la médiation. Donc, je me suis dit, là, si on n'a pas le temps de répondre à quelqu'un qui se présente. Bonjour, je suis doctorante à l'université de Lausanne. Voilà, mais en fait, voilà, j'ai développé quand même en quelques lignes, pas trop long, en quelques lignes, voilà. Blablabla. J'ai développé un peu ce que je ressentais, ma vision de la science déjà à l'époque, même ça fait un moment, mais c'était avant mon doctorat, mais voilà. Et je pense que ça l'a touchée et elle a répondu. Et depuis, vous êtes régulièrement en contact. Ouais, parce qu'après, je l'ai invitée pour donner un séminaire à l'université de Lausanne. Et là, on m'avait dit, tu sais, elle a tellement de sollicitations, l'université de Lausanne. Voilà, et puis ça se trouve qu'elle a accepté. Donc il y a quand même un aspect aussi humain dans ce qui peut nous paraître très pragmatique et froid à la science. Ça résonne évidemment avec des choses que j'ai vécues aussi. Cette situation où je regardais un reportage sur des gens qui m'inspiraient et de pleurer tout le long. Oui, je l'ai vécu en étant très jeune. Maintenant, je peux encore évidemment avoir la larmichette quand je vois certains artistes qui me toucheront toujours et éternellement. Et j'ai aussi eu cette chance, alors on va peut-être pas faire du name dropping parce que là on parle vraiment d'un cas tellement important dans la science qui à lui seul, ça suffit de citer. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup d'artistes, j'ai quasiment rencontré 80% de mes idoles
anglo-saxonne en particulier. Alors peut-être que je peux prendre le groupe Queen, qui donc pour des raisons géographiques enregistrait leurs derniers albums en Suisse à Montreux, et ont habité là-bas ou le temps des enregistrements ou parfois un peu plus longtemps. Et l'ingénieur du son, qui est une part très importante dans une machine de groupe, encore aujourd'hui, ça s'appelle vraiment un producteur artistique. Dave Richards habitait lui de manière permanente à Montreux, et quand j'avais ce qu'on appelle des maquettes, des démos de mes chansons qui allaient devenir Hurt by the Moon, donc en 2005-2006, quelqu'un m'a pris la main, m'a dit: je connais Dave Richards, il est reclus dans les montagnes dans son chalet, un peu comme ce chalet de Claude Nobs, tellement connu, donc le fondateur et ex-directeur de Montreux, paix à son âme. Et donc je me retrouve chez Dave Richards entouré de plus de 200 disques d'or de Queen, Freddie Mercury en solo et d'autres artistes. Et cet homme d'un certain âge déjà, qui sentait effectivement l'alcool, qui pleurait la mort de Freddie Mercury depuis déjà des années, donc a eu la gentillesse de me recevoir, d'écouter mes maquettes et de tomber sous le charme et de me proposer de travailler avec moi. Pour des raisons très personnelles, ça s'est pas fait. Finalement, c'est une autre équipe qui a été choisie, parce que j'avais rencontré des producteurs financiers à ce moment-là qui ont financé l'album à la hauteur de sommes qu'on ne trouverait plus aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça mettait la lumière sur moi. Je suis très fier de cette rencontre. Et ça, c'était incroyable. Je pense que tu as eu cette sensation quand tu étais avec Madame Barry Sitoussi, donc de te retrouver à un moment donné, ce premier rendez-vous. Tu dois te rappeler où c'était, assise avec elle, et de te dire: est-ce que c'est vrai ce qui est en train de m'arriver? En tout cas, moi j'avais ressenti ça. C'est carrément ça, ouais. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Ouais, c'était à Lausanne, dans un hôtel, on avait pris le petit déjeuner. En fait, elle avait tellement peu de temps qu'elle avait juste le temps du petit déjeuner à 8h ou quelque chose comme ça. Et moi j'ai dit pas de soucis, quoi. D'accord. D'ailleurs, c'est le même hôtel où j'ai rencontré Jean-Patrick Capdevielle la première fois, tu vois. Voilà, mais voilà, oui, non, c'est sûr que ça fait un truc. Et moi, la première chose que j'ai dit: vous êtes comme mon modèle. Et puis, elle n'aime pas du tout ça. Et puis les vrais n'aiment pas ça. Ouais. Et puis après, en fait, je me suis dit au départ, qu'est-ce qu'on va dire? Et en fait, en une fraction de seconde, on a trouvé de quoi parler, la science, le système scientifique, les encouragements. Moi, elle m'a toujours beaucoup encouragée. Et encore, actuellement, elle m'encourage. C'est ça, c'est que, en tout cas, de mon point de vue, d'abord, je t'ai vu démarrer toute jeune. Je suis jamais parti du principe, parce que c'est pas ma mentalité, est-ce qu'elle arrivera pas ou est-ce qu'elle arrivera, mais je t'ai vu de plus en plus y arriver, parce que c'est quand même ça le point commun, pas seulement dans nos deux domaines, mais j'ai l'impression en général, c'est vraiment la passion, de ne pas compter ses heures et d'aimer son métier au-delà des supérieurs qu'on peut avoir, d'obligations. C'est que je pense que parfois on a fait 12 heures, on rentre chez soi et on continue encore. Voilà, tellement... C'est la passion, je pense que c'est la base du coup. Et c'est vraiment ce qui rejoint les scientifiques et les artistes, je pense. Enfin, s'il n'y a pas ça, c'est qu'on est carrément... Ouais, je sais pas, c'est qu'on est dans le système, qu'on fait ça comme on fait un autre métier. Mais je crois qu'on ne fait pas que ça. Alors justement, ça me permet de transitionner sur l'éthique. On a tous les deux dans nos domaines respectifs remarqué par rapport à la passion que nous avons nous, ce que notre passion peut générer chez nos collègues, c'est-à-dire de la jalousie, de l'envie. Et j'ai souffert beaucoup de ça, puis un jour je t'en ai parlé, tu m'as dit: mais tu peux pas te rendre compte, comme dans mon domaine, c'est pareil. Et ça, après beaucoup de gens se reconnaîtront, je pense que c'est Oui, c'est dans beaucoup de domaines. Dès qu'on réussit un peu, je crois que... La réussite c'est une chose, mais avant même la réussite, parce que c'est vrai qu'à mon petit niveau modeste, j'ai eu, surtout en Suisse, de la médiatisation, que ce soit télévision, radio, concert, festival, et à ce moment-là, je me suis rendu compte le changement d'attitude de gens ou que je connaissais déjà, ou que j'allais connaître, et qui ne se comportaient plus normalement. Mais j'avais déjà vécu ça pendant mes années d'animation radio, dans diverses radios suisses, notamment la RTS, qui s'appelait RSR avant. Et sans être forcément encore très médiatisé, la passion que je dégageais, le fait que je restais parfois plus de temps, ou que je partais plus tôt parce que je travaillais plus vite, je crois qu'on arrive à travailler parfois, quand on est vraiment passionné, vite et bien. Ouais, je pense aussi. Ça paraît présomptueux. Et faire plein de choses en parallèle. On est capable d'être multitâche, même en tant qu'homme, je le précise, puisque mon premier instrument c'est la batterie, donc j'ai appris à faire avec les deux mains et les deux pieds en même temps. Donc c'est vrai qu'en radio, je me souviens que je passais de la musique, j'étais au téléphone et en même temps je parlais à un collègue. On arrive à aller très vite, très bien,
Et en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup souffert du jugement à partir du moment où je faisais tout ça en même temps. D'abord, j'ai cru que ce qu'on me disait, c'est que j'étais pas très bon. Et ensuite, il y a, et c'est rare, des gens bienveillants qui viennent te dire que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ton existence, le simple fait que tu sois là parmi les autres avec autant de passion et d'envie. Et en plus, cette passion et cette envie combinées, ça va faire que tu trouves des choses que d'autres ne trouvent pas. Donc, ma capacité de faire des chansons quand d'autres n'en font pas, le Graal, est-ce que c'est pas dans ton domaine le Graal, la trouvaille, la recherche? Oui. C'est sûr, la passion fait qu'on travaille plus. Donc en fait, après c'est juste des probabilités, on a plus de chances de trouver, on a plus de résultats, donc plus de publications, et peut-être plus de meilleures publications, plus de collaborations, donc au final plus de chances d'avoir des fonds. Et c'est un cercle comme ça, et c'est sûr que ça peut amener des jalousies, et il y a vraiment, comme je dis, c'est très compétitif, le système scientifique est très compétitif. Donc évidemment, quelqu'un qui réussit un peu petit à petit, c'est vraiment, attention, on gravit les échelons vraiment petit à petit. Hein. Mais c'est vrai ça amène de la jalousie. Bon, c'est pas que dans ce domaine-là, je crois que c'est un peu l'humain qui est parfois comme ça. Voilà, alors il y a deux choses que j'entends là-dedans. Donc en musique comme en science, à un moment donné, on a beau avoir une idée, il va falloir des soutiens, ce qu'on peut appeler des sponsors, des financements. Ouais. Sinon, on ne peut pas mener à bien une recherche. Donc on peut imaginer qu'il y a des recherches qui sont en cours depuis longtemps et qui n'ont pas trouvé financement et qui à cause de ça ne pas pu aboutir. Ce qui est lié au téléthon, aux maladies un peu plus rares, c'est typiquement la myopathie. La myopathie, voilà, c'est typiquement ça. C'est un peu plus dur d'avoir des fonds, on va dire, publics, gouvernementaux, parce qu'il y a des priorités au niveau des gouvernements. De recherche. Mais est-ce que toi, tu as l'impression, à titre personnel, qu'il y a des injustices, des domaines dans lesquels on aurait dû avancer bien plus? Moi, j'ai entendu dire parfois, toujours le téléthon, pourquoi pas, et le sida, pourquoi pas d'autres affections? Moi, par exemple, je souffre d'acouphènes. J'avais fait une vidéo là-dessus. Angèle, en France, s'est exprimée sur ce sujet aussi. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge pour en avoir. Il y a différents types. Là. Je ne vais pas m'avancer dans les détails. Mais en ce qui concerne les acouphènes neurologiques qui sont les plus répandus, donc les miens, moi, parfois, je peux me trouver dans une situation, en regardant des émissions comme le Téléthon, ces grandes recherches de fonds publics, je pouvais ressentir parfois de l'énervement, voire de la jalousie, c'est terrible à dire, en me disant pourquoi est-ce qu'on se focus autant sur des maladies qui touchent moins de monde que les acouphènes, qui touchent, eux, une personne sur 5. Et donc, il doit y avoir des raisons à ça, comme ce que j'ai cru comprendre, c'est que la neurologie, c'est effectivement l'un des domaines les plus méconnus du corps humain. C'est vraiment méconnu encore le cerveau. Pourtant, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ça, parce qu'il y a plein de choses qui sont liées à des aspects neurologiques. Et c'est vrai que ça reste très compliqué encore aujourd'hui. Typiquement, le virus du Covid-19 touche aussi le système neurologique dans certains cas. Pas forcément les plus sévères, hein. D'ailleurs on ne sait pas pourquoi certains ça touche le système neurologique, mais voilà, du coup ça devient compliqué et en fait du coup il faudrait mieux comprendre, pour soigner quelque chose, trouver des solutions, il faudrait trouver toujours la cause. Et là pour le moment je pense sur les acouphènes on est un peu bloqué, on ne sait pas vraiment pourquoi chez telle personne ça se déclenche, pourquoi ça se déclenche à ce moment-là, et du coup ça devient compliqué, sur quoi on agit. Est-ce que vraiment il faut agir sur une partie spécifique du cerveau et c'est plus global? Est-ce que c'est plus dans une perception quand même ou on ne sait pas? C'est pour Absolument. Ça. Donc on était sur le... Voilà. Effectivement, là aussi, j'aurais envie à titre personnel de faire des heures. On en refera peut-être d'autres, des vidéos sur des sujets en particulier. Maintenant, donc, il y a l'aspect du succès. Souvent, ça me troublait à quel point il y a justement dans la science cette histoire de couverture qu'on va se tirer à soi, alors qu'on est quand même en train de sauver des gens. Voilà. Et puis comme en musique, aussi des procès nombreux de groupes très connus, surtout des années 70-80, qui se sont retrouvés éternellement dans les tribunaux, même depuis les Beatles. D'ailleurs, je me suis rendu compte que depuis les fondements de la musique populaire, on a des procès et des gens qui se tirent dessus. Pour la paternité, en fait, ça a été aussi des chansons, et ça a été le cas avec Michael Jackson, ça a été le cas avec beaucoup de... En fait, les plus grands exemples dans mon domaine, en même temps, c'est pas que le mien, parce que ça reste le tien, et la science me passionne, parce que je suis né aussi au sein d'une famille où la science était très prépondérante. Mais ça, c'est bon, on en a parlé un peu plus tôt, mais c'est quelque chose de vraiment similaire dans nos deux domaines. Ah, oui, carrément. Mais c'est peut-être aussi dans d'autres domaines, après que je connais moi, peut-être il y a d'autres domaines où voilà, quand ça marche un peu, on a envie d'une certaine reconnaissance à sa juste valeur et des fois c'est dur de faire
le juste équilibre entre ce qu'on a apporté, ce que l'autre a apporté. Mais ouais, après, c'est peut-être humain, c'est peut-être plus Alors global. c'est humain, mais hein. parce que moi je me suis rendu compte de ça, est-ce que c'est plus une histoire d'une certaine culture et mentalité qu'une autre, par exemple? Ça, moi, je dirais même pas. D'accord. Ouais, non, franchement, quand il y a le système, quand on est tous pris dans un système, et tout d'un coup, il y a un truc qui sort, ça peut... C'est une sorte de... Tout d'un coup, de déviance, mais attention, ouais... Au sens technique du Ouais, terme. au sens technique du terme. Ça peut arriver à n'importe qui, hein, parce qu'en fait, quand on est à fond dans un truc, on y met tout sa passion, son cœur, son âme, et tout d'un coup, si on a l'impression d'être pas avoir là une certaine gratification. Alors c'est pas que de l'argent. Là, souvent les gens ramènent tout à l'argent. C'est juste des fois juste qu'on reconnaisse qu'on a fait telle chose et que sans ça, ça aurait pas pu voir le jour. La grande différence entre être connu et reconnu. Mais tu veux pas tout ramener à l'argent, mais je vais le faire intentionnellement. Est-ce que quand l'argent arrive sur la table dans ton domaine, parce que c'est le cas dans le mien, ça peut complètement faire péter les plombs ou pervertir le processus qui était engagé? Ça peut être un biais, oui, bien sûr. Voilà, Je pense parce que oui. moi je m'en suis rendu compte. Tout n'est quand même pas là. Non, tout n'est pas là. En tout cas en musique, là on l'a vu qu'à chaque fois qu'il y avait de l'excellence, que quelqu'un n'était pas, en tout cas prêt à faire face au succès et que l'argent est arrivé, on va dire dans 90% des cas, on a un pétage de plomb à un moment donné. On a un pic de carrière qui correspond à cet instant le plus financé, le plus en vue. Et en général, après, ça sera jamais aussi bon. Est-ce qu'on a des chercheurs, des chercheuses qui arrivent au pic de leur trouvaille et ensuite ils vont continuer à participer à des recherches, mais ils n'arriveront jamais plus? Il y a un moment, imagine, je sais pas, ce qui fait qu'un chercheur est dans le système très reconnu. Après, ça n'a rien à voir avec, parce que pour moi, c'est pas que être bien dans le système qui fait qu'on est un bon chercheur. Mais ce qui fait qu'un chercheur est très reconnu, c'est quand il a des grosses publications, comme on dit, dans des journaux à gros facteurs d'impact. C'est Lancet, Nature, Science, c'est des gros facteurs d'impact. Les facteurs d'impact se calculent en fait selon le nombre de citations des articles. Après, ça a un effet boule de neige, parce que plus c'est cité, plus le facteur d'impact monte. Et puis comme c'est dans un grand journal, en général, les gens ont plus tendance à lire l'article et à le citer. Voilà. Donc c'est ça. Donc avoir des gros papiers, ça c'est quelque chose qui fait que dans le système on monte, entre guillemets. Après c'est les prix aussi, le type de prix qu'on peut avoir. Une fois qu'on les a eu, des fois on ne peut pas les revoir. Et évidemment le Nobel c'est ce qu'on met tout en haut. C'est le disque de platine en fait. Ouais, pourtant c'est pas celui qui rapporte le plus d'argent, hein. Je crois, il me semble que le Nobel c'est 1 million et souvent maintenant ils sont plusieurs. D'ailleurs ça représente ce qu'est la science, c'est qu'en général on n'est pas tout seul. Je savais pas que ça rapportait de l'argent le prix Nobel par exemple. Mais qu'on remet dans la recherche évidemment. Ah d'accord. Je pense. C'est remis par altruisme ou c'est obligatoire? Non, je pense, je ne sais pas. D'accord. Honnêtement je sais pas. Mais là par contre alors on a quelque chose de similaire. Bon, à l'époque ça s'appelait Top 50. Aujourd'hui il y a le Billboard aux États-Unis avec le Top 100 je crois. Donc on a quand même une classification qui va être vue au-dessus de tous, hein. Et ça peut provoquer donc des bugs, des jalousies chez les uns et les autres. Ouais, malheureusement. Est-ce que, Françoise Barry-Sitoussi, t'as... alors, bon, après c'est un peu direct, peut-être que tu peux pas tout révéler, mais est-ce que des prix Nobel que tu as fréquentés, parce que je crois pas que c'est la seule prix Nobel que tu as fréquenté. Bon, Dubochet, Jacques Dubochet, moi je l'ai fréquenté bien avant qu'il ait eu le prix Nobel, parce que moi c'est quelqu'un qui m'a encouragé à l'époque. Incroyable. Est-ce que ces gens... Je l'ai pas revu depuis. Ouais. D'accord, mais je pense qu'il a toujours autant de respect pour ce que tu fais. Est-ce que ces gens... Ils ont témoigné du fait qu'à un moment donné, ils ont eu des problèmes avec les envieux, avec leurs fans, peut-être même des menaces. Est-ce qu'il y a eu des menaces de mort? Alors, je ne sais pas. Et honnêtement, ça, pour eux, enfin, ces cas spécifiques, je ne sais pas. Après, c'est pas... ça arrive de temps en temps quand même des menaces, enfin des jalousies qui vont jusqu'aux menaces, c'est des choses qui se passent dans la science malheureusement, du harcèlement. Là, en cette période de Covid-19, il y a pas mal de ça, des chercheurs qui ont pris la parole et du coup derrière ils ont du harcèlement ou des menaces, de mort aussi. Ouais. Alors, à titre personnel, est-ce que ça t'est arrivé? Non, pas des menaces de mort. Moi j'ai eu des jalousies, des envieux, après une de lettres anonymes, mais après je dirais pas que c'est forcément d'autres scientifiques qui sont jaloux. Moi c'est plus des fois des jalousies comme ça,
qui passe ou qui passe pas. Alors si ça passe pas, on passe notre chemin, quoi. Alors voilà, mais là c'est vraiment d'autant plus plausible que je te connais depuis assez longtemps pour savoir que alors vraiment t'as pas une personnalité contrairement à la mienne peut-être qui pourrait être mal interprétée et voilà, de laquelle on pourrait être comme ça automatiquement jalouse. Donc ça m'avait vraiment frappé. Et avant de conclure, est-ce que tu as la sensation qu'on a peut-être oublié quelque chose, un parallèle parmi d'autres qu'on a discuté depuis déjà des années, qui pourrait être... Je crois qu'on a pas mal fait le tour. On a pas mal fait le tour. Je crois que la passion est vraiment la base, quoi. C'est sûr. La création, ouais. Pour un artiste, tout le monde dit, oh oui, la création c'est un des points très importants. La science, on oublie la création est aussi un point très important. Quand on doit mettre au point des expériences, il y a des expériences très élégantes, quoi, pour découvrir des phénomènes. Et la création a aussi un rôle important. Et puis, dans ton domaine, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on attribue plus aux scientifiques, mais toi, tu ressens tu as besoin d'une compétence, j'entends. Là, en fait, il y a en tout cas, le mystère de l'art, et quand on parle de création, c'est ceux qui créent et ceux qui ne créent pas. Et en tout cas, avec toute la modeste expérience qui me caractérise, j'ai pas l'impression que dans le domaine de la création, on puisse vraiment apprendre ou étudier. Je pense que c'est la somme des choses qu'on sait avec sa personnalité. Mais il y a ce miracle qui fait que un jour John Lennon va écrire Imagine, donc là je prends un cas ancien mais emblématique, où les Beatles à travers McCartney et Let It Be. Et quand on demande à un artiste comment ça vous est venu, c'est vraiment très difficile de répondre. Alors est-ce que dans la science comme en musique, il y a ces catégories un peu fortuites? Moi quand j'étais dans des groupes c'était comme ça, il y avait celui qui créait, alors, c'était souvent moi, parce que c'est clair que ça donne une position dominante. Et il y a aussi quelque chose... J'ai regardé beaucoup de reportages dans ma vie sur les artistes qui m'ont influencé et passionné, et franchement ceux qui paraissaient même les plus modestes, et qui le sont, mais à un moment donné ils étaient radicaux. Par exemple, que ce soit Jean-Jacques Goldman en France ou Peter Gabriel en Angleterre, pour les anglo-saxons, tous les deux à un moment donné ont expliqué qu'ils étaient vraiment dans la collégialité, c'est ça, ouais, qu'ils avaient envie de collaborer tout le temps, qu'ils avaient des collaborateurs, des gens qui leur étaient fidèles, mais quand il s'agissait d'écrire une chanson, c'était eux et eux seuls, et ils ont tous les deux, je crois, fait la métaphore un jour du tableau. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée en tant que peintre de peindre ce tableau à plusieurs? Et c'est vrai que c'est avec cette métaphore qu'on comprend mieux. Alors, est-ce que dans la science, il y a aussi cette différence entre ces petites fourmis qui sont hyper importantes, c'est pas méprisant du tout, mais qui vont contribuer à une trouvaille d'une seule personne qui est arrivée avec cette idée, et puis celle qui a l'idée, quoi. Ouais, moi je pense une idée, même s'il y a une personne qui donne des idées, il y a des gens un peu meilleurs que d'autres que ça, c'est pas méchant de dire ça, il y a des gens qui ont plus l'instinct, l'intuition pour des trucs, mais en général, malgré tout, même si c'est eux qui ont l'idée, c'est quand même basé souvent sur d'autres choses qu'ils ont vues autour, les collègues, les machins. C'est rarement comme ça. Ça peut pas venir de nulle part. Enfin, je pense en science parce qu'en plus, on travaille tellement tous ensemble quand même qu'il y a un résultat par-ci, un résultat par-là, et tout d'un coup, il y a une idée qui émerge et quelqu'un qui le dit, mais c'est toujours un ensemble. Alors, ça me fait penser justement à quelque chose qui me revient maintenant, si on veut, donc, dans nos deux domaines respectifs. La science, d'après moi, c'est beaucoup de pragmatisme et un peu de mystère lié à l'intuition et à ses capacités personnelles, alors que la musique, c'est pour moi d'abord de l'intuition et des capacités personnelles et un peu de pragmatisme. Oui, je pense ça, c'est très bien. On pourrait faire cette différence. Parce que, est-ce que le scientifique qui va être meilleur que les autres, c'est pas justement celui qui va mettre un peu au service de ce pragmatisme et de mathématiques? Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment, c'est aussi clair que ça. Il va y mettre de la passion, du fait qu'il va moins dormir que les autres, plus chercher, on est d'accord? Oui, c'est ça. Voilà. Et le musicien, le créateur, musicien, artiste en général, si il met trop de pragmatisme et qu'il réfléchit trop, il va enrayer le processus de créativité. Oui. Ça c'est... Du coup, il y a une balance un peu différente sur ce plan-là, entre scientifique et artiste. Voilà. Alors donc, pour conclure, on va dire en tout cas, on espère que ceux qui nous ont regardés comprennent ce qui nous lie et ce qui nous liera éternellement, tous ces téléphones qui ont duré des heures depuis des années, ça fait des dizaines et peut-être des centaines d'heures, où on se parlait, moi je te posais tellement de questions sur mes inquiétudes face à la science,
surtout en cette période de coronavirus, de Covid-19, j'ai eu accès, et j'ai toujours accès, toi tu travailles pour l'instant en Angleterre, à Salisbury, hein, sur le Covid-19. Alors moi qui suis comme beaucoup de créateurs, hein, avec des guillemets ou non, et de gens plutôt sensibles, extrêmement concernés par la vie et la mort, très hypocondriaques, j'ai quand même essayé de t'appeler le moins possible, parce que malheureusement j'étais vraiment au cœur et à corps avec ce que tu recherches tous les jours, enfin ce que tu cherches tous les jours, et que tu me disais aussi que tu te sentais d'ailleurs plus en sécurité dans ton labo plutôt qu'à l'extérieur. Oui, carrément. Et effectivement, quand je t'ai vu arriver aujourd'hui pour faire cette vidéo, tu as vraiment tous ces réflexes de gestes barrières, etc. Donc, est-ce que, juste pour terminer, parce que ça me touche personnellement, le scientifique, ou en l'occurrence la scientifique que tu es, a aussi des peurs liées à l'hypocondrie, à se dire ça pourrait m'arriver, ou au contraire, parce que tu as les mains dedans, tu as peur de rien? Non, il y a les peurs. On essaie de les contrôler par le fait d'essayer de comprendre, on a l'impression du coup qu'on contrôle la situation, mais en fait, quand on rentre à la maison, quand même, il y a les peurs qui reviennent. Moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars, et j'en fais encore. Le Covid-19 a touché des gens proches. Pareillement. Non, on reste avec les peurs, mais au labo, moi, j'arrive à tout oublier. Enfin, j'arrive à oublier mes peurs, au labo. Donc, je vais quand même essayer de terminer avec un peu d'humour, parce que ça nous caractérise aussi. Ça, je me suis rendu compte que les gens qui sont créatifs, et là, je te caractérise, toi, l'intelligent, ont de l'humour. Et est-ce qu'on peut dire, tristement, et on espère que ce ne sera d'ailleurs pas le cas, que le Covid-19, c'est une sorte de tube planétaire? C'est devenu ça, malheureusement. J'aurais mieux voulu que ça soit pas trop planétaire. Mais oui, parce que tu m'as dit à un moment donné, finalement, il y a les moments où j'ai peur et il y a les moments où je dis merci, entre guillemets. Tu n'as pas dit ça, mais ça voulait dire ça. J'ai la chance d'avoir entre les mains quelque chose de si complexe, de si particulier, de nouveau, qui réagit comme aucun autre virus n'a réagi auparavant. C'est formidable. C'est formidable. Quand on est passionné par les virus, comme moi, oui, c'est formidable de découvrir quelque chose de nouveau. Et puis le fait, finalement, que ce soit au cœur d'une épidémie, alors ça reste triste et tragique, hein, même si heureusement tout le monde ne meurt pas, voilà, on va rassurer quand même sur ce point. Bien sûr. Mais ça reste, du coup, on a encore plus le sentiment de mission. Là, c'est là, parce que moi, en fait, j'ai toujours rêvé d'aller un peu plus sur le terrain où il y a les épidémies. Là, j'ai pas besoin trop d'aller, j'y suis. Mais oui, donc, mais les peurs restent, je dirais, quand même, malgré tout. En tout cas, j'ai envie de qualifier cette saloperie de Covid-19 de Gangnam Style de la médecine et de la science, parce que voilà, avant le tube Despacito, auquel je donne un peu plus de crédit, on avait cet artiste asiatique coréen, si je ne m'abuse, qui a fait plus de 4 milliards de vues sur YouTube et qui a explosé tous les compteurs et qui a fait bouger le curseur, qui fait que des vidéos comme les miennes ont été démonétisées. Elles étaient monétisées au départ et il y a eu un effet rétroactif en fait, parce que ce tube était devenu tellement grand qu'on ne pouvait plus comptabiliser les vues de la même manière et monétiser des vidéos qui en avaient aussi peu que les miennes par rapport à ça. Du coup, le travail d'artiste, en guillemets, un peu moins connu au point de vue des vues, ça devient vraiment plus grand chose, alors que c'est important. Là, c'est un peu ce qui se passe. Il ne faut pas oublier les autres maladies. Hein. Bien sûr que non, c'est parce qu'on est en plein dedans. Mais voilà, évidemment. Donc c'est un peu si ça n'a pas trop rétrogradé les autres trucs non plus. Parce qu'un tube comme Gangnam Style ou Covid-19, là j'ai vraiment envie de faire ce parallèle, je suis content d'avoir trouvé cette métaphore. C'est si dominant au moment où... Alors c'est pour ça que j'ai pris Gangnam Style, parce que ça a été un énorme tube qui a phagocyté tous les autres artistes pendant un moment, mais heureusement, c'est parti comme c'est venu. Et est-ce que c'est pas le mot de la fin de dire que c'est ce qu'on souhaite avec le Covid-19, qu'il parte comme il est venu? Oui, voilà. C'est ça. Voilà, Docteur Stéphanie Longet. Je te remercie d'avoir accordé du temps à ce sujet qu'on voulait vraiment enregistrer depuis des années maintenant. Oui, c'est vrai. Et j'espère qu'en tout cas, pour vous qui avez regardé cette vidéo, vous avez compris le parallèle absolument cinglant qu'il y a entre la science et les arts. Donc merci de liker cette chaîne, comme on fait en bon anglicisme, de suivre cette chaîne, de reposter cette vidéo et de nous suivre respectueusement. Il y a sûrement des liens internet. Moi j'ai mon site internet stephanielonget.com. stephanielonget.com. Et en ce qui me concerne, après je mettrai tous les liens sous la vidéo évidemment, il y a toutes ces années en tant que Dorian Gray. Maintenant le nouveau projet s'appelle VJ Sorensen.
Et puis à bientôt Stéphanie Bah oui, à bientôt. pour d'autres aventures. Oui. Au revoir.